Passons maintenant sur quelques éléments liés à ces arcanes du tarot de Marseille, puisque vous avez compris qu'elles vont nourrir notre compréhension de l'individu, et donc pour cela, il va nous falloir les découvrir plus avant, les comprendre mieux, et parlons du symbolisme dans le tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, par exemple, ce sont les couleurs. Dans les couleurs du tarot de Marseille, elles sont peu nombreuses, ces couleurs. Eh bien, vous trouverez des éléments de compréhension. Le rouge, c'est par exemple sur une arcane du tarot, eh bien c'est l'action. C'est le mode yang, c'est quelque chose dans la construction, dans l'action véritable. Le bleu, eh bien qu'on va souvent analyser dans son rapport au rouge et inversement, eh bien le bleu c'est le yin, et donc c'est la pensée, la passivité. La chair, la couleur chair va nous donner une indication de l'expérience. Et elle ne va pas venir seulement se poser sur les visages des arcanes. Non, vous allez la retrouver dans des éléments, dans des objets parfois. Et dans ce cas-là particulièrement, elle aura valeur symbolique de l'expérience. C'est le cas par exemple pour la papesse. Le livre qui est sur les genoux de la papesse est couleur chair. Alors pourquoi couleur chair ? Eh bien parce que le tarot de Marseille nous dit que la papesse va puiser dans son expérience. C'est bien son expérience qu'elle a sur les genoux. Le jaune, eh bien ça sera l'esprit. On a par exemple dans cet arcane de la force, eh bien une lecture possible grâce à ces éléments que je vous ai simplement déjà indiqués ici, le rouge, le bleu, chair, jaune. Eh bien vous voyez que la cape de la force est rouge. Elle est donc dans l'action, d'accord ? Elle a l'air d'agir. Mais vous voyez que sa robe au-dessous est très largement bleue. Eh bien c'est qu'elle agit aussi par sa pensée. Et vous voyez qu'elle tient la gueule d'une sorte de fauve, dont personne ne sait exactement s'il s'agit d'un lion, d'un chien ou d'une autre créature peut-être mythologique, qui est couleur jaune. Elle tient avec ses mains la gueule de cette bête. Et vous voyez qu'elle n'a pas l'air de faire beaucoup d'efforts. Vous noterez que les manchons de la robe sont de la même couleur que les mains de la force. Cela nous indique que par la seule action de son expérience, la force parvient à maîtriser la bestialité de son esprit, ses instincts en d'autres termes. La force a accompli cette mission de contrôler tout ce qu'elle a en elle de bestial. Elle maîtrise sa pensée par son expérience. Elle a acquis cette confiance en soi issue de cette maîtrise, de cette autonomie personnelle. Et il y a d'autres couleurs dans le tarot de Marseille, le vert, le noir, le blanc, etc. Nous ne les développons pas ici. Ce sera l'objet d'une prochaine conférence probablement. Le tarot de Marseille, c'est aussi dans le symbolisme les positions. Ainsi, vous trouverez des arcanes qui regardent vers la gauche et donc qui regardent vers le passé. Vous trouverez aussi des arcanes qui regardent vers la droite et donc vers le futur. Vous aurez des arcanes assises et d'autres qui seront debout. Quand elles sont assises, eh bien c'est symbole de stabilité, d'immobilité. Il nous faudra ensuite descendre dans les arcanes et aller regarder leur signification. Nous n'en ferons pas ici un détail complet. Nous allons aborder quelques arcanes. Le battleur, parce qu'il est le commencement. C'est l'unité, et donc c'est l'essence, l'unité primordiale. Le battleur possède toutes les potentialités, et il nous le dit. Il nous le dit par ce qu'il a dans les mains et ce qu'il a sur la table. Regardez comme il a une baguette qu'il tient dans sa main gauche, à droite de l'arcane.
Regardez comme il maintient devant son ventre un jeton. Et regardez sur sa table ce gobelet et ce couteau. Eh bien, la baguette, c'est le germe du bâton. Le jeton devant son ventre, c'est le germe du denier. Le gobelet, c'est le germe de la coupe. Et le couteau, c'est l'essence primordiale de l'épée. Les 4 énergies fondamentales du tarot de Marseille. Et donc le battleur, parce qu'il nous montre ses ersatz, ses germes de ces énergies, eh bien nous dit qu'il possède en lui toutes les potentialités. Toutes les 4 énergies sont présentes devant lui. C'est aussi le symbole de la jeunesse et de la candeur. L'empereur, c'est l'action. La cohérence du carré, c'est l'ordre. On voit comme il nous indique, en tenant son sceptre devant lui, qu'il est le détenteur du pouvoir. Le chariot, c'est l'indépendance et la maîtrise, c'est aussi l'altruisme. Le 9, l'ermite, la pensée réflexive, la psychologie, nourrie par l'expérience. Vous voyez comme il tient haut devant ses propres yeux la lumière de sa lanterne pour éclairer le chemin des autres. Et voyez comme il tient dans sa main gauche son bâton. Et ce bâton, il est couleur chair. C'est par son expérience que l'ermite est capable d'indiquer à ceux qui le suivent sur le chemin les embûches, les erreurs à ne pas commettre et les chemins plus sûrs par lesquels il pourrait passer. L'ermite regarde vers le passé, certes, mais parce qu'il a accompli le chemin et qu'il est capable d'apporter une forme de conseil, d'indication. Le pendu, eh bien le pendu, c'est le lâcher-prise. Vous voyez la silhouette du pendu, vous voyez son visage. Il n'a pas l'air de souffrir d'être ainsi pendu par un pied. Un pied dont on ne sait d'ailleurs pas comment il est relié à la corde blanche qui vient se nouer autour de la branche verte qui surplombe cet arcane. Le pendu, c'est l'arcane du dévouement et de l'attention. Le pendu, c'est celui qui voit les choses différemment parce qu'il a la tête en bas. Finissons ce tour d'horizon par le mât, qu'on appelle aussi, je vous l'ai dit, le fol. Eh bien, il est à la fois le début et la clôture. Il est à la fois le commencement et la fin. Il est le 0 qui précède le battleur. Il est le 22 qui excède le monde, qui est sorti du monde pour aller au-delà du monde. On dira du mât qu'il n'appartient pas véritablement au monde matériel. Symboliquement, il le quitte, vous voyez comme il part vers la droite, comme il part vers le futur. Il quitte le monde pour un ailleurs. Et regardez ce qu'il emporte avec lui dans son baluchon. Son baluchon est couleur chair. La matière est une illusion. Et le mât n'emporte avec lui au-delà du monde que son expérience. Et il s'appuie pour avancer sur une canne. Elle est couleur jaune. Il s'appuie sur son esprit. Il cède de son esprit pour n'emporter avec lui que son expérience au-delà du monde. Allons des arcanes à l'interprétation pour clôturer cette présentation. Et attachons-nous à cette répartition jour, mois, année. Et convoquons l'ermite, le pendu et le mât. L'ermite, le pendu, le mât, vous vous souviendrez peut-être que tout à l'heure ils nous ont aidés à illustrer la date de naissance de Gérard Depardieu. Eh bien, regardons comme nous avons affaire ici à une photo, à un instantané.
Ici, nous avons en réduit un œuf familial, tel qu'il a été conceptualisé par l'enfant, entre sa naissance et ses 5-6 ans à peu près. Et bien ici, vous avez maman à gauche, symbolisée par le jour. Vous avez l'enfant, donc le moi, M-O-I-S et M-O-I. Et puis vous avez papa à droite, l'année de naissance. Eh bien, cette photo nous permet de poser un regard sur la façon dont cet individu a conceptualisé son œuf familial essentiel. On ne parlera pas ici des fratries, on s'attachera uniquement à l'image que l'individu a eue de lui-même, mais aussi de maman et de papa. Eh bien, de lui-même, il s'est vu comme quelqu'un peut-être de sacrifié, ce dévouement extrême du pendu. En tout cas, ce quelqu'un hors norme, la tête en bas, positionné sur la photographie entre une mère qui regarde vers la gauche et donc pas vers lui, et d'un père qui regarde vers la droite et donc pas vers lui. En d'autres termes, un individu avec cette date de naissance a conceptualisé sa famille comme une famille peu attentive à ce qu'il était lui-même. Une mère probablement accaparée, intéressée par d'autres choses, peut-être ressassant souvent le passé, puisque l'ermite est tourné vers la gauche, ou peut-être occupée à venir en aide à d'autres personnes. Vous voyez, quelqu'un de porteur d'une forme de sagesse généreuse qui va aller s'intéresser à d'autres, mais pas à lui, ou trop peu à lui. Et puis le père, bien c'est un père un peu toujours parti, un peu toujours pas là, et pas disponible. Une sorte de père inspirant, un père un peu génial, un peu tellement hors norme, mais pas intéressé par lui. Voilà ce qu'on peut extraire. Cet instantané de la date de naissance nous permet dans un accompagnement, d'aller regarder avec le sujet la façon dont il a conceptualisé ses parents, et ça nous permet de l'aider éventuellement à s'aider lui-même en comprenant mieux qui étaient ses parents. Ce qu'il peut, à l'âge adulte, éventuellement avoir gardé comme rancune, comme reproche, et lui expliquer à quel point ils n'auront finalement fait que ce qu'ils ont pu. Par le biais de cet instantané, l'individu est capable de se projeter dans son passé et d'aller revisiter la façon dont il a compris son père, sa mère, pour en faire quelque chose de plus juste à l'âge adulte. À bientôt pour la suite de cette conférence. Merci de l'avoir suivi.